Et je reçois sur le plateau Alain Moussy, cofondateur et directeur général d'AB Science. Bonjour Alain Moussy. Bonjour Laurent, bonjour Pierre-Louis. Alors, AB Science, c'est cette biotech centrée, allez, je vais dire presque exclusivement autour du développement d'un produit, le masitinib, un inhibiteur de tyrosine kinase qui peut être utilisé dans des pathologies aussi différentes que l'asthme, la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique. Moi, j'ai une première question peut-être toute simple pour les investisseurs qui ne sont pas familiers avec votre société. Comment ça marche ? Alors, le masitinib, donc notre premier produit, effectivement cible deux cellules qui sont le mastocyte et le macrophage ou microglie, puisqu'il y a deux noms pour la même cellule. Ce sont deux cellules du système immunitaire inné, par opposition au système immunitaire adaptatif où on parle plus de lymphocyte T et de lymphocyte B. Ces cellules ont été presque jamais, je dirais, recherchées ou ciblées par des médicaments et nous on a fait l'hypothèse que ces deux cellules pouvaient avoir un impact très important et bénéfique si on les désactivait dans des pathologies aussi diverses que ceux que vous avez cités. Mais en gros, il y a trois domaines. Il y a un premier domaine qui est la neurologie avec les maladies neurodégénératives. On a trois pathologies à l'étude. Les maladies inflammatoires, ça c'est plutôt le mastocyte seul, je dirais, qui est très important dans les maladies inflammatoires, ça on connaît bien avec l'asthme notamment. Et puis l'oncologie, où ces deux cellules jouent aussi un rôle négatif car elles sont recrutées par les tumeurs pour se transformer en tumeurs plus agressives. Donc c'est des hypothèses scientifiques que nous cherchons à valider à travers des données cliniques de plus en plus late stage avec des phases 3 actuellement positives. Alors le masitinib en fait désactive ces deux agents du système immunitaire. Dans l'inflammation, dans la neurodégénérescence, c'est la même mécanique qui est en jeu ou finalement c'est des hypothèses scientifiques différentes? Est-ce qu'on peut éclaircir ce point? Alors, en fait, en neurologie, les deux cellules vont avoir leur importance, c'est-à-dire microglie et mastocyte. On pense, alors déjà elles sont présentes, comme c'est le système immunitaire inné, elles sont présentes dans le cerveau, ce qui n'est pas le cas forcément des cellules du système immunitaire adaptatif. Donc elles interviennent en première réponse, je dirais, quand il y a une anomalie dans le cerveau et on pense qu'elles contribuent à la dégénération et au handicap des maladies neurodégénératives. Donc ça c'est la première, je dirais, le premier mécanisme global. Dans les maladies inflammatoires, l'activation du mastocyte seul est suffisant pour créer des symptômes inflammatoires bien connus. Évidemment, en le contrôlant, ce mastocyte, on va réduire, contrôler les symptômes des maladies inflammatoires. Donc là, on a deux pathologies à l'étude, la mastocytose et l'asthme. Dans l'oncologie, c'est encore très légèrement différent, même si ce sont les mêmes cellules, puisque les tumeurs, elles vont recruter ces deux cellules pour se transformer en tumeurs plus agressives. Donc c'est différent, si vous voulez, bien que ça implique les mêmes cellules. Alors, l'actualité d'AB Science, c'est cette levée de fonds, 12,3 millions d'euros, qui se décompose en un placement privé, l'exercice de bons de souscription d'actions et une avance sur le crédit d'impôt hors recherche, dans des conditions de marché, on peut le dire, un peu épouvantables. Est-ce que c'est la preuve pour vous que les résultats récents qui ont été obtenus dans l'asthme en novembre et dans la sclérose en plaques en février sont un déclic important pour les investisseurs? Je pense que c'est une marque de confiance. Les investisseurs qui ont souscrit à cette augmentation de capital sont des actionnaires existants qui ont témoigné à travers cette augmentation de capital dans des conditions d'incertitude, puisque le coronavirus crée une incertitude au moins à moyen terme, toute leur confiance dans les résultats obtenus. Et ils veulent que, évidemment, on passe à l'étape d'après. C'est pour ça qu'ils soutiennent financièrement l'entreprise. C'est une marque de confiance, et c'est une marque de confiance pour le futur, je dirais, moyen et même long terme. L'idée aussi de s'adresser à des pathologies qui touchent énormément de gens, et il faut le dire, donc peut-être un potentiel commercial aussi important. Tout à fait. Moi, je pense que les pathologies qui sont adressées par notre premier produit, le masitinib, sont des pathologies, je dirais, grand public. Dans les maladies neurodégénératives, on en fait trois qui parlent au public. La première, c'est la maladie de Charcot. C'est la maladie où les milliardaires du monde entier, où les politiques, les gens d'influence, se sont mis des seaux d'eau. Renverser un seau d'eau glacé sur la tête. Un seau d'eau la tête pour éveiller l'opinion sur le besoin de médicaments innovants. Donc, c'est une pathologie, bien que rare, très très médiatisée, avec les stars du football et tous les sportifs. La deuxième pathologie, c'est la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est rare, mais pas si rare. Il y a deux formes de sclérose en plaques, et nous, on est sur les formes progressive de la sclérose en plaques, c'est-à-dire les formes où il y a un besoin très important de médicaments. Et puis la troisième, c'est Alzheimer, et là, évidemment, tout le monde comprend l'enjeu de société
pour tout le monde, car on est tous concernés par la maladie d'Alzheimer. Donc on fait des maladies grand public et l'asthme notamment. Je voulais revenir justement sur les deux indications pour lesquelles vous avez publié les résultats cliniques les plus récents. Donc l'asthme sévère, les formes sévères d'asthme et la sclérose en plaques dans sa forme progressive. Dans ces deux indications, l'asthme sévère avec le Dupixent de Sanofi et la sclérose en plaques avec l'Ocrevus de Roche, il y a deux blockbusters qui sont arrivés récemment sur le marché, qui ont un succès commercial important. Est-ce qu'il y a encore de la place pour un nouveau médicament? Et au vu des résultats que vous avez publiés, comment pourrait se positionner le masitinib dans ces deux maladies? Une question tout à fait pertinente, effectivement, puisque nous pensons à travers nos données cliniques que le masitinib peut se positionner là où les autres ne se positionnent pas. Alors on va prendre les deux exemples, l'asthme sévère et puis la sclérose en plaques dans les formes progressives séparément. Dans l'asthme sévère, il y a eu dans les 5 dernières années 4 produits qui ont été enregistrés et qui ont changé la donne pour les patients. Ces 4 produits ciblent la même cible, qui est en fait les éosinophiles, car on a observé que dans l'asthme sévère, il y avait à peu près 50% des patients qui avaient une augmentation du taux d'éosinophiles. Et donc, ces produits visent à faire baisser le taux d'éosinophiles et à limiter les crises d'exacerbation des asthmatiques. Et ça marche, en tout cas dans au moins 50% pour 50% des patients. En revanche, il reste les gens qui, eux, n'ont... Voilà, l'autre moitié qui n'a pas un taux d'éosinophiles élevé et qui ne bénéficie pas de ces produits. Et c'est là où le masitinib peut avoir une utilité, puisque nous, à travers le ciblage du mastocyte, on n'est pas dépendant du taux d'éosinophiles, et c'est ce que montre notre étude. Donc ça, c'est très important. Un mécanisme quelque part qui est en amont, en amont du processus inflammatoire. Oui, le mastocyte contribue très largement au phénomène inflammatoire et fibrosant que l'on voit dans l'asthme, et donc il est logique que en le contrôlant, on puisse avoir un bénéfice. Ce n'est pas évident qu'on ait un bénéfice suffisamment important. Là, c'est le cas, donc c'est significatif, donc c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est ce qui est intéressant. Mais surtout, c'est indépendant du taux d'éosinophiles, contrairement à ces produits biologiques qui, eux, visent que les patients qui ont un taux d'éosinophiles élevé. Donc ça, c'est la véritable innovation, je dirais, et sans doute le besoin à terme que pourra avoir le masitinib dans l'asthme sévère. Après, la sclérose en plaques. Il y a beaucoup de médicaments. Alors, et d'innovation. Absolument. Donc dans la sclérose en plaques, là, ce que je disais tout à l'heure, il y a 2 formes de sclérose en plaques. Il y a les formes dites relapsing remitting, c'est-à-dire des crises récurrentes rémittantes en bon français. Récurrentes rémittantes en bon français, absolument. Récurrentes rémittantes, c'est 50% des patients. 50% des patients. Sur ces 50% des patients, il y a 16 produits enregistrés. Donc beaucoup de produits qui d'ailleurs ont à peu près les mêmes mécanismes d'action, c'est-à-dire on vise les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui est le système immunitaire adaptatif et non pas inné. Et puis il y a les 50 autres % de patients qui, eux, ont des formes dites progressives, c'est-à-dire il n'y a pas d'activité dans le cerveau et pour autant il y a un déclin du handicap, enfin une augmentation du handicap, sans pousser. Ce qui est tout à fait étonnant. Et pour ces patients-là, donc c'est quand même 50% des gens, eh bien, il n'y a que 1 ou 2 produits, tout à fait récemment d'ailleurs enregistrés. Et nous, on propose donc avec notre produit, c'est notre étude clinique, c'est ça, c'est sur ces 50% de patients. Et on a des résultats qui sont cliniquement significatifs que l'on discutera lors d'une conférence téléphonique auquel tout le public est invité et qui se passera ce vendredi à 17h30. Vous pouvez nous contacter pour y participer. Et donc nous expliquerons, plutôt pas moi, mais les leaders d'opinion expliqueront, tout l'intérêt de cibler le système immunitaire inné, qui est une véritable innovation dans la sclérose en plaques, et surtout pour ces formes progressives qui représentent un besoin médical très important. Bon, alors, le cours, il a déjà bien rebondi depuis le début de l'année. Peut-être pas autant quand je vous écoute que ce que ça laisse présager. Et en même temps, quand je suis un investisseur particulier, je me dis, bon, quelles sont maintenant les prochaines étapes? Est-ce que vous allez aller toquer aux portes des instances réglementaires pour demander une autorisation de mise sur le marché ou est-ce qu'il va falloir attendre encore, peut-être pas trop s'impatienter? Alors oui, on veut toujours effectivement avoir un rebond ou une appréciation très importante. Là, je pense qu'il faut être plus raisonnable, c'est-à-dire il faut bien voir les étapes qui vont suivre. Les étapes qui vont suivre, ce n'est pas un enregistrement cette année à travers cette première phase 3 positive, soit dans l'asthme, soit dans la sclérose en plaques. Il va falloir attendre encore un petit peu. Oui, le scénario le plus probable pour un enregistrement, c'est une deuxième étude, une deuxième donnée clinique qui viendra
viendra confirmer la première. En tout cas, c'est ce que nous disent les guidelines. Seconde phase 3. On en discutera avec les autorités, mais c'est quand même le scénario le plus probable. En revanche, il y a un certain nombre de milestones qui, eux, vont arriver cette année, qui sont très importants et qui sont de nature à faire apprécier par le marché le titre. Il s'agit de la validation scientifique et de la validation réglementaire. La validation scientifique, c'est la présentation publique des résultats lors de conférences ou de publications, de manière à ce que la communauté se l'approprie et dise « Ah oui, ça c'est vraiment très bien ». La conférence téléphonique, le web call que l'on va avoir vendredi est une partie de cette validation, c'est ce qu'on appelle un endorsement, c'est-à-dire que les gens sont d'accord et disent « Ah oui, c'est bien ». Et il y aura effectivement des leaders d'opinion qui vont être là pour donner leur opinion. Et eux, ils ont eu accès à plus de data que n'a le public actuellement. Ensuite, il y a effectivement ce que j'appelle la validation réglementaire. La validation réglementaire, c'est... Juste sur ce point, pardon, je vous arrête, il y a quoi aussi? Vous allez participer à des conférences, vous allez publier dans des magazines de référence, et si oui, quand en fait? Tout à fait. L'idée, c'est ça, c'est de soumettre nos abstracts, c'est-à-dire les données de l'étude clinique, aux conférences les plus importantes, internationales, européennes, américaines, et de les convaincre de nous prendre, et de nous prendre en bonne position. Donc c'est une validation à partir du moment où on est pris, et les données vont devenir publiques et seront tout à fait crédibles et tout à fait reprises par le marché. Et ça, c'est quand? Je dirais, entre le mois de mai et le mois de septembre, en fonction des conférences. Et des annulations possibles avec ce qui nous arrive en ce moment. Voilà, on ne l'espère pas, mais sinon on les publiera. Sinon on les publiera. Et donc je reprends sur la validation réglementaire. La validation réglementaire, c'est les discussions avec les agences qui disent « Ah oui, c'est bien ». Et on vous suggère de faire une deuxième étude, dont voici le design, et à ce moment-là, on est validé. Ça, c'est des informations que l'on rend publiques également et qui vont contribuer à faire, je l'espère, apprécier le titre. Ça, le verdict des agences réglementaires, c'est à quel horizon? Discussion dans les mois qui viennent, une fois qu'on a fait les rapports cliniques, je veux dire, de l'étude. Donc tout ça va se passer courant de l'année, probablement au milieu d'année. Alors, dans l'asthme et la sclérose en plaques, vous êtes sur de gros marchés. J'imagine que vous allez rechercher des partenaires industriels. Donc c'est ma première question. Est-ce que ce sera nécessaire? Et puis, est-ce que ce sera peut-être même nécessaire pour la fin du développement clinique, pour ces prochaines étapes, cette nouvelle phase 3, ou vous pensez pouvoir y aller seul? Alors, attention quand on prononce le mot partenaire, car le public, pour bien comprendre, on parle, en fait, il y a deux types de partenaires. Il y a le partenaire qui vous aide à faire le développement clinique et il y a le partenaire qui vous aide à commercialiser une fois que le produit est enregistré. Prenons la partie la plus facile, c'est-à-dire le partenaire commercial. Là, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes enregistré dans une maladie rare, il y a très peu de centres à contacter, et je dirais une petite société comme la nôtre, ou de moyenne importance, peut très bien garder ce commercial et donc faire plus de profit à terme. En revanche, quand on parle de pathologies grand public, comme Alzheimer, la sclérose en plaques ou l'asthme, là, il faut absolument s'associer avec un partenaire commercial de manière à pouvoir engendrer le plus de chiffre d'affaires le plus vite possible. Donc il y aura deux situations possibles. Après, la question du partenariat en développement clinique est tout à fait stratégique, ce n'est pas forcément nécessaire, et quand on le fait, eh bien, on a une licence, ce que l'on appelle une licence, mais on laisse ce que l'on appelle les royalties, c'est-à-dire une grosse partie de la valeur du produit. Donc là, il faut bien réfléchir, et surtout, il faut déjà avoir des offres et les négocier. Nous, ce que l'on pense, c'est que les deux dernières données cliniques dans l'asthme sévère et dans la sclérose en plaques, qui sont des maladies où beaucoup de big pharma, de sociétés pharmaceutiques importantes sont présentes, doit générer l'intérêt, et d'ailleurs c'était déjà le cas dans l'asthme, mais on va bien voir avec la sclérose en plaques. On a beaucoup parlé de sclérose en plaques, d'asthme. Pour ceux qui ont suivi l'histoire d'Abessiance, Abessiance au début c'était la mastocytose et la sclérose latérale amyotrophique. Où est-ce qu'on en est dans ces deux pathologies? Alors, effectivement, on a deux études de phase 3 positives dans la mastocytose et dans la sclérose latérale amyotrophique. Pour enregistrer, il faut qu'on en fasse une deuxième et qu'elle soit effectivement positive. Donc on en est à un stade où on va bientôt lancer ces deux études cliniques dont les résultats devraient arriver fin 2022. Sous réserve que ces résultats fin 2022 soient positifs, le produit doit être enregistré. Alors là, si je vous suis bien, là, ce sont des indications où vous pourriez commercialiser par vos propres moyens. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ce n'est pas parce que les maladies sont rares que le chiffre d'affaires est faible. Pourquoi? Parce que, d'abord, dans la rareté, il y a différentes je dirais, prévalences. Par exemple, la sclérose latérale amyotrophique, c'est la plus prévalente des maladies rares.
Donc c'est finalement un gros marché. Et puis le prix est généralement élevé et vient compenser un petit peu la rareté du nombre de patients. Et puis il y a le besoin médical, etc., et la complexité du développement. Donc on parle de marchés qui sont, en tout cas en ce qui concerne la sclérose latérale amyotrophique, au-dessus du milliard. Donc c'est tout à fait stratégique et il y a très peu d'acteurs finalement qui proposent des solutions innovantes. Et aujourd'hui, la phase 3 d'Abessience avec le masitinib dans la maladie de Charcot est sans doute la phase 3 la plus large avec une donnée positive. Donc la maladie de Charcot, c'est la sclérose latérale. C'est la sclérose latérale 50 000 amyotrophique. patients, hein, c'est ça à peu près 50 000 patients entre l'Europe et les États-Unis. D'ailleurs, on peut donner un petit peu une forme de comparaison du nombre de patients dans les différentes pathologies que nous essayons d'adresser. Dans la mastocytose, on a une phase 3 positive, on parle de 10 000 patients entre l'Europe et les États-Unis. Dans la maladie de Charcot, donc la sclérose latérale amyotrophique, on parle de 50 000. Dans les formes progressives de la sclérose en plaques, où nous venons d'avoir une phase 3 positive, on parle de 500 000 patients, mais 10 fois plus. Et quand on parle d'Alzheimer, on parle de 5 millions de patients concernés. Donc vous voyez, les enjeux augmentent avec les nouvelles à venir. Alain Moussy, on a parlé de cette augmentation de capital de 12,3 millions d'euros. Ça vous permet aujourd'hui d'être tranquille, d'avoir de la visibilité pour boucler tous ces dossiers importants? Alors, on sera vraiment tranquille quand on aura enregistré, donc on l'espère en 2022-2023. Entre-temps, on fait des augmentations de capital. La stratégie d'Abessience, c'est de faire des petites augmentations de capital tous les 6 mois ou tous les ans, plutôt que de se diluer massivement. On pense qu'on protège d'ailleurs mieux l'actionnaire en faisant ça qu'en faisant des grosses dilutions, alors qu'on a des milestones importants avec, on l'espère, des phases 3 qui vont venir. Cette augmentation de capital de 12 millions fait suite à une autre augmentation de capital où on avait levé 10 millions au mois d'août. Et ceci nous permet d'attendre à peu près la fin de l'année. Et deux choses, on voudrait faire passer la crise du coronavirus, on espère que tout se terminera à peu près bien, mais normalement une grippe ça dure pas 12 mois. Et puis ça nous permettra de lire les milestones futurs, à savoir la maladie d'Alzheimer, la deuxième étude dans l'asthme, et sans doute une des 2 études en oncologie. Bon. Alors, juste peut-être pour terminer, un point sur cette étude dans Alzheimer, parce qu'elle arrive très bientôt, vous nous avez dit que ce serait pour le 2e trimestre de cette année. C'est une étude importante, il y a plus de 700 patients. Est-ce que ce sont des données qui pourraient servir à l'enregistrement du produit, ou est-ce qu'il faudra forcément, même si les résultats sont bons, repasser par une seconde phase 3 ? Alors, pour le public qui nous écoute, la maladie d'Alzheimer, c'est une des indications où il y a eu le plus d'échecs au monde, en dépit des moyens considérables qui ont été investis. Même les Big Pharma s'y sont cassés les dents. Voilà, et ont annoncé des arrêts de programme, etc. Bon, récemment, on a vu qu'effectivement, les collègues américains, avec une étude négative, une étude négative avec Biogen et une étude qui était négative mais qu'ils ont transformée en étude a priori positive, ont un dossier suffisant pour intéresser la FDA qui a accepté un potentiel filing, ce qui ne veut pas dire un enregistrement, mais en tout cas de regarder les datas. Donc c'est dire à quel point on manque d'études positives et qu'on est prêt sans doute à être un tout petit peu plus flexible parce que on s'aperçoit bien que c'est très très dur. Donc l'étude Abessience qu'on va lire au 2e trimestre de cette année, si elle était positive, ferait date. Au vu des échecs naturellement. Est-ce qu'elle contribuerait à un enregistrement? Oui. Est-ce qu'elle serait suffisante pour enregistrer avec une seule étude? Ce n'est pas ce que disent les guidelines, mais tout se discute. De toute façon, on préparait une étude confirmatoire. Mais au-delà de ça, je dirais, les enjeux sont tellement importants dans la maladie d'Alzheimer que ça serait une nouvelle très 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 importante sur le plan scientifique. Et encore une fois, n'oubliez pas, la stratégie médicale, scientifique d'Abessience, à travers le masitinib, n'est pas de faire comme les autres. C'est-à-dire, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, ce que les Big Pharma ont ciblé, c'est les plaques de bêta-amyloïdes. Or, la réduction des plaques de bêta-amyloïdes, qui est effectivement l'efficacité de leurs produits, n'entraîne pas nécessairement une amélioration des symptômes ou un ralentissement du déclin dans la maladie d'Alzheimer. Et nous, on a fait l'hypothèse que les 2 cellules début de l'émission, mastocytes et microglies, étaient impliqués dans la maladie d'Alzheimer, au sens négatif du terme, et qu'en bloquant leur activité, on allait à la fois améliorer les symptômes et à la fois ralentir le déclin de la mémoire, des fonctions quotidiennes. Oui. Et on va en avoir bientôt le résultat, positif ou négatif, le cœur net, dans quelques mois. Vous êtes les seuls à avoir ciblé mastocytes et microglies dans Alzheimer? À ce stade, oui. Et on a fait donc comme on est très très innovant,
Je crois que l'une des caractéristiques de l'entreprise AB Science, c'est vraiment l'innovation, c'est-à-dire faire ce que les autres ne font pas, faire ce que les autres n'ont même jamais fait. Et donc, on n'a pas été, évidemment, on a été challengé sur cette hypothèse-là. Les 4 phases 3 positives que nous avons eues, et notamment les 2 dans les maladies neurodégénératives, la sclérose latérale amyotrophique et la sclérose en plaques, sont de très bon augure et viennent a priori valider la stratégie scientifique de l'entreprise. Bon, en tout cas, on comprend que l'année 2020 va être riche. Vous reviendrez faire un point avec nous, Alain Moussy? Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro du Journal des Biotech est désormais terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine édition.